Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Nos Nos. Ahla wa sahla fikoun. Aujourd'hui, enfin, je vous partage la première partie de l'épisode qui m'a donné envie de lancer ce podcast, celui qui a toujours eu le plus de sens, celui que j'ai toujours eu trop hâte de faire. Et c'est pourtant celui que j'ai le plus retardé, celui qui m'a le plus travaillé, que j'ai le plus travaillé, certainement parce qu'il me tient tant à cœur. On va se parler émigration avec des invités de choc, mes parents. J'ai décidé de couper l'épisode en 2 parties pour laisser la pleine parole aux 2 qui ont des histoires différentes à raconter. Je laisse la parole à ma mère pour cette première partie. Son histoire, ses ressentis, sa vision des choses. Allez, on attaque, sinon je ne vais jamais me lancer. Yallah, c'est parti. Quand on parle du Liban, c'est impossible d'éviter le sujet de l'immigration, mais aussi, et peut-être surtout, de l'émigration. Les 2 vont de pair, et ce sont pourtant 2 histoires distinctes. Avant d'immigrer quelque part, on émigre de quelque part. Et c'est sur cette histoire que j'ai envie de me concentrer aujourd'hui. Dans un contexte de guerre, quitter son pays, c'est partir, fuir, tout laisser. C'est abandonner ce qu'on connaît et ce qu'on aime, celles et ceux que l'on connaît et que l'on aime. On dit qu'on choisit de partir parce que c'est vrai que certains restent. Mais au final, le départ est à la fois choisi et forcé. L'émigration libanaise a commencé au début du XXe siècle, mais a connu une grande vague de départ pendant la guerre civile, entre 1975 et la fin des années 80. Puis, une seconde, ces dernières années, suite à la révolution d'octobre 2019, la crise économique, l'explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020, l'inflation sans précédent, l'absence totale de services publics basiques pour vivre. Bref, les raisons sont trop nombreuses pour être toutes citées. Enfin, les conséquences du 7 octobre 2023 sur le pays, principalement le sud, la Bekaa, mais aussi Beyrouth et ses banlieues, ont fini d'enfoncer le clou pour les irréductibles qui résistaient, encore et toujours. J'ai la chance de beaucoup discuter avec mes parents et d'avoir une relation ouverte sur leur histoire. Ça fait des années que je leur pose des questions, mais toujours au compte-gouttes. C'est toujours des échanges qui me passionnent et souvent qui me chamboulent. Je vous présente ma mère, qui ouvre le bal. Ma mère a grandi à Beyrouth, dans un foyer modeste où mon grand-père, Hanna, tenait une épicerie dans le quartier d'Achrafieh, et ma grand-mère, Marie, s'occupait de la fratrie de 5 enfants. Elle fait ses études chez les bonnes sœurs, ce qui était et est toujours très commun dans les familles chrétiennes libanaises. Elle jouit d'une éducation francophone, excelle en maths, physique, sciences, et se contente d'une seule amie, dont elle est toujours très proche. Ma mère part étudier en France, aussitôt son bac en poche, en 1976, pour devenir infirmière. La guerre a commencé il y a 1 an. Elle revient au Liban pour quelques années, entre fin 83 et 1989. Et par magie, la vie a fait que leurs chemins si différents se sont croisés avec mon père, au milieu des années 80, en pleine guerre civile, lorsque ma mère revient au Liban. Mariage, premier enfant, et puis le grand départ pour la France, en 1989, à l'âge de 31 ans. Ils atterrissent à Tigerie, une petite bourgade de l'Essonne, car ma mère y a trouvé du travail en tant qu'infirmière, avec logement inclus. Emploi et logement qu'elle ne quittera d'ailleurs qu'à sa retraite, après 3 décennies de bons et loyaux services. Ma mère est résiliente, sensible et tournée vers les autres. Elle allie douceur et force, comme peu de gens. Je suis fière de lui laisser la parole aujourd'hui. Mais du coup, moi, la première question que je voulais te poser, c'était, comme tu as quitté le Liban 2 fois, Oui, une première fois en 76, c'est ça ? oui, Une deuxième fois en 89. c'est bien ça. Et ma question, c'est comment tu t'es sentie la première fois que tu es partie ? Donc, quand tu avais 18, 17, 18 Ouais, à presque. peu près ? Ouais, 17 ans et demi. 17 et demi, enfin, quoi. ouais.
presque 18. Et donc, du coup, d'abord, je voulais me concentrer sur voilà, comment tu t'es sentie la première fois que tu as quitté le pays à 17 ans. La première fois que je quittais le pays, je n'avais qu'une hâte, c'était de partir. Ça va dire ça. de quitter cet enfer, parce que c'était un début, on ne savait rien, ça va être compliqué. C'est le début. Non, c'est le début, quoi. Attends. Je peux commencer par une autre question, si tu veux une question plus simple, le temps que tu te... Parce qu'après, moi, je peux remettre dans l'ordre comme je veux. Oui, peut-être. Parce qu'après, le reste, c'est pas plus facile. Hein. Non, mais c'est pas la même chose. Okay. Non, Est-ce que c'est plus dur le départ, c'était très compliqué. Sortir du Liban à 17 ans et demi, quitter tout le monde, n'étant pas sûr de pouvoir les retrouver un jour. Et tout ce qui a été vécu pendant ces 9 mois... C'était inimaginable, quoi. C'était pas... On ne pouvait pas se contrôler, on n'avait aucun contrôle, on ne savait rien, on ne savait pas ce qui se passait. Et voilà, on vivait d'une heure à une autre. On ne savait pas du tout ce qui pouvait nous arriver. Sachant que, pour donner un peu de contexte, donc tu as 4 frères et sœurs, et tu n'en avais qu'un seul qui était parti, qui était à l'étranger, qui était déjà en France. C'est ça. Mais sinon, vous étiez tous les 4, encore les 4 autres, encore au Liban. Donc ça voulait dire quitter tes parents, déjà, première chose, et aussi tes frères et sœurs. C'est ça. Et toute leur famille. Et toute leur famille, pour ceux qui étaient déjà mariés ou qui avaient déjà voilà, qui avaient déjà un peu commencé leur vie d'adulte, quoi. C'est ça. Et tous les amis. Les amis aussi, oui, bien sûr. Et donc toi, tu n'avais pas du tout envisagé de rester au Liban, après ton bac, je veux dire. Avant, si, puisque j'avais préparé mon concours de médecine et je l'avais présenté. Si, je voulais rester. Mais quand ça a commencé, je ne supportais pas. Ouais, il fallait que je parte. Voilà. Ouais. J'étais là, dans la famille, j'étais celle qui avait le plus peur, qui dormait plus, qui n'était pas du tout en état de rester... de vivre la guerre. De vivre la guerre. Ok. Voilà. Oui, donc en fait, voilà, une fois que ça a démarré, par contre, tu voulais... Enfin, c'était la seule solution pour toi, c'était de partir. Même si ça impliquait évidemment plein de choses difficiles, etc. Oui, mais le fait d'avoir un frère à l'étranger, ouais. Ça a beaucoup aidé. C'est sûr qu'il n'y aurait pas eu quelqu'un à l'étranger, je ne sais pas comment j'aurais fait. Oui. Puisque financièrement et moralement et de tous les points de vue, ce n'était pas gérable. Non, c'est sûr. Là, au moins, tu avais quelqu'un pour t'accueillir et pour t'aider à te lancer, quoi. Voilà. Donc toi, tu as vécu la guerre un peu moins d'1 an, on va dire. Oui. Une première fois. Oui. Parce qu'après, on va expliquer que tu es revenu, mais une première fois déjà à peu près 1 an. Comment c'était de vivre la guerre à distance, sachant que tu n'as pas de WhatsApp, tu n'as pas de texto, tu n'as pas Internet, il n'y a rien de tout ce que nous, on a maintenant. Pas de courrier. Donc voilà, comment c'était en fait d'être loin? Alors, c'était encore un autre type d'enfer, on va dire. Parce que c'était beaucoup de culpabilité d'avoir laissé, d'être partie moi toute seule, d'avoir laissé tout le monde. Aucune nouvelle. Il n'y avait que les infos qu'on avait par-ci, par-là, mais qu'on voyait à la télé. Donc ça, c'était l'enfer encore. C'était que les bombardements, c'était que les gros trucs qui faisaient trop peur. Ouais. Le Liban étant très petit, tout ce qu'on se dit, c'est pas chez nous, mais c'est à 5 km de chez nous, ou 10 km de là où on habitait. On habitait quand même à la zone de démarcation, donc c'était encore... c'est la limite entre Beyrouth-Est et Beyrouth-Ouest, donc on était quand même assez frappés. Donc là aussi, c'était beaucoup de culpabilité, c'est sûr, de les avoir laissés, de me sentir vraiment inutile ici. Et de l'autre côté, j'étais quand même... Inconsciemment, je me sentais en sécurité. Oui, c'est sûr. Parce qu'il y avait ça même ce coin que j'étais quand même bien entourée de mon frère, ma belle-sœur. Ils avaient des petits, donc ça me faisait passer beaucoup de beaux moments. Mais bon, il y avait quand même une partie de moi qui était là-bas. Ouais. Tes petites nièces devenues grandes. Mes petites nièces devenues grandes, voilà. Et donc, du coup, tu avais quoi, quelques coups de téléphone de temps en temps? Non, rien. Du tout? On n'avait rien. Du tout? Non.
On n'avait rien. C'était si jamais quelqu'un réussissait à partir du Liban, par le biais de Chypre ou par le biais de la Syrie. Au début, on pouvait partir de la Syrie, qui pouvait nous amener une petite lettre, une petite cassette. C'était le temps des cassettes. Pour, voilà, où on entendait la voix de tout le monde qui nous parlait, qui discutait avec nous. Qui disait que tout va bien, voilà. Que tout va bien. Voilà. Qu'ils allaient bien. Qu'ils allaient bien, en tout cas, oui. Qu'ils étaient plus ou moins préservés. Voilà. Et même s'ils n'allaient pas bien, ils disaient qu'ils allaient bien. De toute façon, on le sait comment c'est. C'est toujours comme ça maintenant, oui, actuellement même encore. Maintenant. Voilà. Ils te demandent comment toi ça va. C'est ça. Même si eux, c'est l'enfer. Voilà. Et donc, du coup, c'est une question que je t'ai posée la dernière fois, où je t'ai dit que je ne t'ai jamais posé cette question. Du coup, pourquoi t'es revenu ? Puisque t'es partie une première fois, justement, parce que c'était trop pour toi et trop à gérer, et que t'avais une opportunité, parce que Ralo, il était déjà là. C'est ça. De ce que j'ai compris, t'as fait tes études ici, tu t'étais fait des amis, t'as vécu un peu à droite, t'avais lancé ta vie, quoi, ici. Bien sûr. Et donc, du coup, pourquoi tu reviens, sachant que tu reviens... Donc fin 83, tu m'as dit ? Oui. Qui était quand même un pic de guerre. C'est-à-dire que ces années-là étaient vraiment difficiles. Oui. Pourquoi tu y retournes ? Parce que j'avais beaucoup de culpabilité, parce que j'avais fait mes études d'infirmière et parce que je me disais, au Liban, je serais beaucoup plus utile qu'ici. Donc c'était quand même aussi mon métier qui me poussait à partir, que je pouvais faire quelque chose pour le Liban. Et on retourne toujours à la même chose. On est une famille et c'est vrai qu'on est très attachés les uns aux autres et c'est très compliqué de vivre loin les uns des autres, même jusqu'à maintenant. Du coup, donc t'es reparti. Après avoir fini tes études, t'as bossé un petit peu et puis après tu t'es dit on y retourne, on tente, quoi. Voilà, on y retourne, on tente, et parce que il fallait que je me sente utile, mais j'avais toujours la crainte de ne pas pouvoir y arriver, quoi. Ouais. Vu la situation. Et puis finalement, tu es restée quand même pas mal. Je suis restée parce que j'ai fait la connaissance de mon papa. De ton papa. Ouais. Et que dans ces cas-là... Et puis après, j'ai vu la guerre différemment. J'ai vu que les gens continuaient quand même à vivre. Même là, pendant les années que je les ai laissés, ils ont continué à vivre. Bon, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, mais tout le monde s'entraide, les gens s'entraident, les gens n'ont pas changé ils n'ont pas changé au niveau de la convivialité, de tout ça, qu'on pouvait avoir une vie, entre parenthèses, adaptée, mais qui me suffisait. Ouais. C'était, parce que ça, c'était aussi une question que je voulais te poser, mais du coup, tu viens un peu d'y répondre. C'était justement comment tu as trouvé le Liban quand il est revenu, parce que tu l'as laissé dans un état qui était vraiment catastrophique, tu ne savais pas comment ça allait évoluer, etc. Et tu es revenu des années plus tard, c'est ça, où ça s'est cumulé, parce qu'il y a eu toujours plus de bombardements, toujours plus de destruction, de déplacements de population, des gens qui habitaient en ville, qui ont été à la montagne, il y a eu beaucoup, ça a beaucoup bougé. C'est ça. Et un quotidien aussi qui du coup était super différent, j'imagine. Mais du coup, toi, comment tu as trouvé le Liban une fois que tu y es retourné ? Écoute, après, c'est la résilience un peu. J'ai changé un peu le regard que j'avais. Et je te dis, les gens, ça aide beaucoup là-bas. La famille, les retrouvailles, tout ça a beaucoup aidé. Et après, je cherchais à épuiser un peu ce qu'on peut dire les ressources positives. J'avais quelqu'un que j'aimais bien, qu'on voulait fonder une famille ensemble. Mon but, c'était de toute façon se marier, avoir des enfants. Donc, je savais qu'en retournant en France, c'était encore autre chose. Et puis, et le fait de me rendre compte que malgré tout ça, les gens vivaient, entre parenthèses, normalement, mais à leur façon. Donc, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Ouais. Et donc, j'ai essayé. J'ai essayé et ça a duré quand même. Oui, je me suis fait... Voilà, ça a été. J'ai pu retrouver même mes amis d'avant, tout ça. Non, c'était un bon moment, mais toujours... Le fait quand même d'avoir vécu quand même en France au moins 6 ans avant de redescendre, ou 7, la famille d'ici me manquait, les nièces me manquaient, enfin, c'était pas évident non plus. Ouais. Et la vie à la française, tranquille, quoi. Oui, pas t'inquiéter d'une bombe qui tombe, d'un ou d'un sniper. franc-tireur, voilà, qui allait, voilà. La vie tranquille, quoi, c'est vrai.
Ouais, ça c'est sûr. Et est-ce qu'il y a des quartiers de Beyrouth que tu n'as pas du tout reconnus? De Beyrouth, ou d'ailleurs, quand tu y es retourné, tu t'es dit « Waouh ». Non. Ça t'a pas choqué plus que ça Oui, peut-être la zone de démarcation, parce que c'est là que c'était la plus touchée, on va dire. Oui, effectivement. Maintenant que tu me le dis, oui, que tu me dis, moi, pour moi, non, ça n'a pas changé, mais si, bien sûr. La route de l'aéroport jusqu'à arriver à l'aéroport et traverser pour arriver à Ashrafiyeh. Donc, oui, là, tout était détruit, quoi. Et est-ce que les 2 fois où tu es parti, donc que ce soit en 76 ou en 89, est-ce qu'à chaque fois, tes parents, donc tu étais âgé de 2, est-ce qu'ils comprenaient que tu devais partir, même si ça devait être très, très difficile? Est-ce qu'ils comprenaient pourquoi tu partais? Oui, de toute façon, ils ont toujours compris. Parce que la première fois, ils ont compris que, vu mon état, comment c'était, et que je ne supportais pas, pour moi, il n'y avait qu'une chose, ils me disaient, bon, tes frères et sœurs, ça va, mais toi, c'est vrai que je ne dormais pas, j'étais dans le couloir la nuit et tout, c'était pas. Pour eux, il fallait que je parte, quoi. Et c'est vrai qu'ils m'ont encouragée à partir. Le fait d'avoir un frère ici, pour eux, il n'y avait pas de problème, j'avais quelqu'un qui pouvait ici veiller sur moi et tout ça, donc c'était de ce côté tranquille. Ok. Ouais, donc ils comprenaient. Et la deuxième fois, c'était une autre chose. La deuxième fois, celui qui voulait partir, c'était plus... C'était papa. Ouais, voilà. C'était plus ton papa. C'était lui qui voulait partir. Moi, je savais que ça allait être très compliqué de nouveau. Mais lui, voilà, il voulait partir. Et bien sûr, moi, inconsciemment, vu que j'avais déjà un enfant, j'avais peur pour le petit. Et c'est vrai qu'il y avait une partie de moi qui me disait, il faut assurer la sécurité de ton enfant, de ta famille. C'est ça la priorité, le Liban, voilà, qu'il y avait une priorité. Mais sachant d'avance, ayant vécu déjà l'expérience, sachant d'avance que le fait de repartir, ça allait me refaire la même chose que quand je suis venue, la culpabilité, me dire pourquoi moi je suis ici, eux, ils sont là-bas. C'était pas très facile. Mais pour ton papa, c'était une autre aventure. Il a tourné une page sur plein de choses qu'il a vécues et qui voulait recommencer une autre vie avec moi et ton frère. Et Chris, ouais. Parce que c'est important de préciser en effet que quand tu es reparti, il y avait déjà mon grand frère qui était né. C'est ça. Qui avait 1 an. Oui. Et donc du coup, pour vous, ça change tout de suite la perspective. Bien parce sûr. que c'est plus que toi. Et voilà. C'est la sécurité. Et maintenant, je me rends compte encore plus, plus qu'avant, maintenant que j'ai une petite. Mais du coup, j'imagine aussi que pour les grands-parents, c'est pas facile parce qu'ils te voient partir toi, mon père quand même, qu'ils aiment beaucoup, et leur petit-fils. Ouais. Du coup, c'est encore plus dur parce que tu laisses partir encore plus de gens, mais tu sais pourquoi ils partent, j'imagine. Oui, mais il y avait un côté qui était du côté de ma famille, c'était ils vont être en sécurité, ils vont être bien en France. Du côté de la famille de papa, c'était arracher leur petit-fils et leur fils, puisque c'était le premier de la famille qui partait. Oui, c'est vrai que... Qui avait déjà quitté. Ouais. Alors que de mon côté, il y avait déjà le grand frère qui est parti, et puis moi je suis partie après. Donc il y avait déjà quelqu'un qui a démarré à l'étranger. Et puis tu avais aussi tes 2 autres frères qui étaient déjà partis et revenus, puisque Khaloed, il était déjà parti, même pas en France, mais il avait déjà pas mal voyagé pour le travail, et il avait déjà vécu pas mal de choses. On était plus... Dans notre famille, il y avait plus de gens qui venaient, qui partaient, qui revenaient. Ouais, papa, sa famille est plus ancrée vraiment genre au Liban, enracinée vraiment au Liban, quoi. Donc ça devait être en effet pas facile. Il n'y a pas eu la même vision des choses, mais bon, ils nous ont quand même encouragés à partir et ils ont tout fait pour qu'on puisse partir puisque les aéroports étaient fermés. Et ils ont tout fait pour nous faire passer. C'est mon grand-père qui a fait jouer tout ce qu'il pouvait pour pouvoir vous faire partir en sécurité. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui a été le plus difficile en partant, en fait? Parce que je me dis, quand tu quittes un pays, parce que là, la deuxième fois. Donc 89. En 89, quand tu es parti avec papa et Chris. Quand tu quittes du coup un pays, moi je pense à plein de choses qui peuvent faire peur, qui peuvent être difficiles en tout cas. Dire au revoir. Toi tu l'avais déjà vécu, mais comme tu dis, ça enlève rien au fait que quand tu repars, et tu recommences ce processus d'arrachement en fait qui est super dur. La peur de l'inconnu aussi, te dire je sais pas est-ce que je pars.
il peut y avoir, c'est bête, mais le côté administratif, c'est-à-dire j'arrive, où est-ce qu'on va vivre, on n'a pas nos papiers long terme, c'est très court, est-ce que ça va aller, etc. Toi, pour toi en tout cas, qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu es partie la deuxième fois? C'était que là, je n'étais plus toute seule pour assumer des choses. On était quand même 3. Et c'est vrai que là, ça avait tout à fait c'était tout à fait une autre angoisse, c'était tout à fait un autre raisonnement. Avec ton papa qui ne maîtrisait pas le français, qui maîtrisait l'anglais et l'arabe. Avec Christophe, 1 an, avec des moyens très minimes, puisqu'on a tout laissé derrière nous pour partir. C'était une fuite un peu, et c'est comme ce qu'on voit maintenant à la télé, dans les informations. Alors, c'est là qu'on se rend compte qu'on a vécu ça. Ouais. Mais bon, sur le moment, tu ne dis pas ça. Non. Mais tu m'as toujours dit que... Sur le moment, on n'y pensait pas à ça. Mais là, quand on le revoit, on se dit, mais bon sang, mais c'est ce qu'on a fait. Donc, tu m'as toujours dit que l'être humain, il oublie, qu'il a une capacité extraordinaire à oublier. Mais c'est ça, la résilience, tu sais, tu ne vois que les trucs positifs, tu survis. Ouais, t'avances en fait. Tu avances quoi qu'il arrive. Bah oui, tu je me souviens tu m'avais dit avances. ça pendant les attentats en 2015, qui oui. était donc le premier gros choc que moi j'ai vécu oui, c'est ça. dans ma vie de oui. jeune adulte. Oui. Je t'avais dit, mais comment on fait pour revivre? On a peur, machin. Et tu m'avais dit, t'inquiète pas, tu vas oublier. Puis tu vas oublier la peur constante. Tu vas jamais oublier ce qui s'est passé, mais tu vas avancer en fait, et puis tu vas voir, tu vas reprendre une routine. Et puis... C'est ça. Il y a un processus de reconstruction, d'adaptation. Ouais. C'est comme ça, l'être humain, c'est ça. En permanence, quoi. En permanence. Et donc du coup, tout à l'heure, tu me disais que pour communiquer en 76, du coup, c'était super dur parce que justement, il n'y avait rien pour communiquer avec la famille restée sur place. C'est vrai. Est-ce que c'était pareil quand tu es venue en 89? Du coup, comment vous faisiez pour communiquer avec la famille? C'était tout à fait différent parce qu'on a été accueillis chez mon deuxième frère qui était sur Paris. Et donc là, c'était plus facile déjà. Et moi, je suis arrivée ici en ayant une promesse d'embauche. Donc, j'étais sûre de pouvoir travailler, mais il fallait un laps de temps pour avoir les papiers. Donc, au niveau travail, pour moi, c'était sécurisant. Au niveau logement, on avait aussi possibilité de loger sur mon lieu de travail. Donc, de ce côté, c'était non, pour ça, ça allait. Et on savait que les parents, ils ont leur rythme de vie qui est différent du nôtre, mais qu'ils ne manquaient de rien. Ouais. Et du coup, tu avais moins ce besoin de communiquer en permanence pour être sûr qu'ils allaient bien, là où en 76, tu quittes, tu sais pas. Non, mon souci, c'était que papa puisse s'adapter à la France. C'était plus ce souci-là que le souci de ce que j'ai laissé. D'accord, ok. C'était donc complètement différent l'approche. Voilà, c'était plus que notre famille reste soudée, que nous 3, qu'on puisse surmonter cette épreuve, on va dire. Et démarrer dans la vie. En effet, préciser que du coup mon père ne parlait pas du tout le français. Non. Ça faisait pas partie des langues qu'il maîtrisait, contrairement à l'arabe et à l'anglais. Donc débarqué, et il avait 31. Oui. Voilà, donc 31 ans. Avec un enfant, pas de moyens financiers. Tout recommencer de zéro. Tout recommencer de zéro. Et est-ce que tu as déjà regretté d'être partie la deuxième fois? Non. Vous voyant maintenant, non. Tu sais pourquoi tu l'as fait? Oui. J'aurais pas eu des enfants, je pense que je serais repartie. Ah, c'est ça, je savais pas. Ok. Ouais. Genre, t'aurais bossé ici peut-être maintenant, je le dis, parce que j'ai pris beaucoup de recul et je me dis, de toute façon, la guerre au Liban, malheureusement, ne finira jamais. Et c'est un pays que j'aime bien les gens qui y sont, malgré tous les défauts qu'on peut avoir, malgré tout ça, et que voilà. Ouais, donc tu diras non là maintenant, mais... Là, je dis non, là pour rien au monde je repartirai, j'ai mes enfants qui sont là, enfin, toi tu es là, ton frère est loin, mais on se voit beaucoup plus. Non, c'est bon. Mais il y a quand même... toujours. Il y a quand même ce petit attachement qui est compliqué. Ouais. Bah c'est un peu qui est compliqué.
tu vois, une autre question moi, que je me pose souvent, parce qu'on en parle pas mal de ce que représente le Liban pour vous maintenant, en fait, tu vois. Et du coup, pour toi, qu'est-ce que ça représente maintenant? Maintenant que tu as vécu combien de temps en France en tout? 40. Alors, attends, ça fait. Je suis arrivée en 76 jusqu'en 2025, et je me suis absentée 5 ans. Oui, donc on est d'accord que tu as vécu maintenant plus de temps en France qu'au Liban? Ah oui, bien sûr. En années cumulées? Bien sûr, 42 ans à peu près. Et moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée, c'est de me dire, donc oui, mathématiquement, tu as vécu plus de temps ici. Oui. Tu maîtrises parfaitement la langue, tu t'es fait des amis, tu as des enfants qui ont grandi ici, qui ont été à l'école ici, etc. Mais tu as quand même ton pays qui t'a vu naître, le pays de tes parents, de tes frères et sœurs, etc., c'est pas la France. Et donc, du coup, je me demande, voilà, qu'est-ce que ça représente pour toi, le Liban, maintenant? C'est toujours mon pays. La France, c'est mon pays d'adoption. Mais le Liban reste toujours mon pays natal. Oui. Ça change pas, quoi. C'est pour ça que tu parlais de cet attachement. Non, ça change pas. Oui, il y a toujours un attachement. Bien que moi, quand je vais au Liban, il y a plein de choses qui m'énervent. Vrai. Je ne comprends pas plein de choses. C'est vrai que... Mais pourquoi à chaque fois, on a quand même envie de repartir. Il y a bien une raison. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Donc la raison, c'est... Chacun, il y a quelque chose. Oui. Ça, c'est un point que je trouve hyper intéressant. C'est... Les gens. En fait, t'as beau en avoir marre. Oui. Tu regardes la télé, t'en as marre. T'entends les nouvelles, t'en as marre. Tu vois les gens, c'est le bazar. Rien n'est respecté, tout. Mais dans le fond... il y a quelque chose. C'est ton pays. Le contact humain, autre chose. Ouais. On n'a pas besoin de se justifier, on se comprend, il n'y a pas... La vie est plus simple. Oui, tu me parlais beaucoup de... Quand on y est retourné il y a 2 ans maintenant, oui. Tu parlais beaucoup de l'esprit de communauté. Oui. C'est plus, tu vois, c'est plus resserré, les liens sont plus resserrés. Il n'y a pas besoin de se justifier, il n'y a pas besoin... C'est moins compliqué qu'en France quand même. En termes relationnels, ça reste tu veux dire. relationnel, surtout, oui, c'est moins compliqué. C'est moins compliqué. Ça, c'est... Mais c'est bien que tu aies les deux. Bien sûr. De toute façon, ici, ce qui nous a fait tenir en France, c'est le fait que je sois entourée quand même de ma famille, puisque les frères et sœurs sont venus et que tout le monde a vécu ici et que vous avez vécu avec vos cousins et vos cousines. Donc, on a vécu un peu à la libanaise, tout en respectant la France et tout ce qu'il peut y avoir, mais entre nous, donc en famille. Oui, beaucoup en famille. Donc, on a pu quand même faire tout ce qui se fait au Liban, comme si on était au Liban, mais dans notre petit... dans l'autre cercle, quoi. Et ce que je trouve assez incroyable, et je trouve que ça donne beaucoup d'espoir, c'est je trouve qu'on a réussi à faire ça, mais en incluant quelques amis français qui sont restés, qui sont toujours là dans nos vies actuellement, et qui ont été vraiment embarqués avec nous, et qui ont vécu tous ces trucs-là aussi, et qui se sont... et qui continuent jusqu'à maintenant à s'inquiéter, et à prendre des nouvelles, et à nous dire, eux, que le Liban, c'est dommage, c'est un pays magnifique, et tout ça. Enfin, je trouve ça génial de dire on a réussi à... On en a embarqué quelques-uns. Quelques-uns en plus de la famille, quoi. Voilà, ça, je trouve ça génial. un peu, voilà. Parfois, ils ont l'air plus libanais que nous sur certains trucs. Oui, c'est impressionnant. C'est sûr. C'est impressionnant. Ça, donc tout ça, c'est des points positifs, bien sûr. Je ne regrette rien, non, je ne regrette pas. Et même des fois, ça m'énerve parce que je me dis, mais avec tout ce qui se passe, il faut quand même que j'arrête, quoi. Mais il y a des fois des moments qui sont plus compliqués que d'autres. Ouais. À gérer. Et attends, j'ai une dernière question là qui vient de me venir. Comment tu penses que tu aurais réagi si Christophe ou moi, on avait décidé de partir vivre au Liban? Mal. Je connaissais un peu la réponse déjà. Mal. Tu vois, genre, je sais que quand j'ai dû partir en échange à l'étranger pendant mes études, j'avais envisagé de partir au Liban à un moment donné et tu m'avais dit, s'il te plaît, non. Et moi, je ne comprenais pas parce qu'en plus, à l'époque, c'était relativement calme. Oui. Et je m'étais dit, c'est l'occasion d'apprendre l'arabe écrit et lu. C'est l'occasion de me rapprocher de ma famille, de découvrir le pays sous un autre angle et tout. Et tu m'avais dit, please, là. Ouais. S'il te plaît, non. Et jusqu'à maintenant, je te dirais non. Ouais, de ne pas y aller. Même à vos âges, non.
Ouais. Non. Parce que c'est un pays qui est instable, parce que j'ai déjà espéré avant vous pouvoir repartir, retourner y vivre et tout ça. Et ça fait de ça, avec 50 ans de recul, maintenant, donc c'est quelque chose, c'est insoluble, quoi. Oui. Moi, je pars de l'idée que c'est un pays c'est insoluble. Il y aura des moments où ça va, des moments où ça ne va pas. Surtout vous, jeunes, il faut vous construire ailleurs. Et ça n'empêche pas que vous partez de temps en temps et tout. Moi, maintenant, je me dis, moi, à mon âge maintenant, c'est vrai que je peux me permettre de dire que le Liban, il me manque. Le Liban, pourquoi pas repartir vivre des moments, tu vois, de la retraite et tout ça. Mais parce que pour moi, j'ai fait déjà tout ce qu'il fallait. Et que maintenant, je peux aller me ressourcer à des et plus moments, profiter, quoi. Profiter et me dire, de toute façon, je peux revenir ici à tout moment et tout ça. Alors que vous, c'est votre avenir qui se prépare et c'est pas là-bas qu'on peut le préparer. Malheureusement, non. Comme quoi, tu vois, c'est vraiment un truc de maman de vouloir éviter la déception à ses enfants. Il y a un peu ce truc-là de se dire, nous, on a toujours plein de... Enfin, c'est ce qui fait la jeunesse, c'est génial, mais on se dit, mais non, mais ça va aller mieux, ça va aller. Oui, non. Et vous vous dites, espère pas trop parce que ça va encore être décevant et donc évite. Il y a des exemples. Et profite. Attends, 50 ans quand même. Oui, il y a des... Je suis partie il y a 50 ans, imagine. Oui, on se pose les mêmes questions. Et on a toujours la même chose, c'est toujours les mêmes problèmes. Maintenant, c'est les enfants de votre génération qui revivent la même chose que leurs parents. Oui. Tu vois, c'est mes cousins qui se posent les mêmes questions de visa, de déménagement, de machin, que mon oncle, ma tante ou vous à l'époque. À l'époque. Alors que vous avez fait tout ça pour que nous, on ne se pose pas ces questions-là. C'est ça. Et alors, en fait, c'est pas pour repartir et être se dans remettre un dedans, truc. quoi. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Je comprends. Trop bien. Merci beaucoup, maman. De rien. Écoute, ce fut un plaisir. C'était top. Trop bien. Merci, Mamounette.